Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle manifestation du Cercle Wine Business que j'ai créé en 1991. Notre conférence du jour est parrainée par GoCarless et elle a pour thème Paiement numérique, comment le digital transforme l'écosystème financier. Pour en débattre comme chaque mois, 4 experts mondialement reconnus. J'ai cité Alexandra Chiaramonti, Thibaut Chauffour, Marie-Hélène Pebeil, Frédéric Brousse. Et on retrouve tout de suite Alexandra Chiaramonti, directrice générale de GoCarless, pour une présentation de son entreprise. Alors, GoCarless, c'est une entreprise qui a commencé au UK, en Angleterre, il y a environ 14 ans. On opère sur la France et du coup sur l'Europe depuis environ 8 ans. On a pas mal de croissance. On est présent dans le monde entier, donc on est le plus gros réseau de compte à compte dans le monde sur le prélèvement automatique. On a une présence du coup à Paris pour gérer toute l'Europe. Présence évidemment en Angleterre. On a également une présence en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et également à Riga, puisqu'on avait fait l'acquisition d'une société qui était basée à Riga il y a quelques années pour étendre notre réseau aussi sur tout ce qui est open banking. Comme je le disais, on est spécialiste du paiement compte à compte avec un gros focus parce qu'on a commencé notre développement sur tout ce qui était prélèvement automatique. J'aime pas trop faire du franglais, hein, mais à la base, la tagline, c'était « Take the pain out of getting paid », donc l'idée de se faire payer de manière facile pour enlever tout ce côté très laborieux et très pénible pour toutes les directions financières qui consiste à aller toujours courir après le paiement. Donc c'était vraiment ça la philosophie derrière la création de l'entreprise. Bien évidemment, on a beaucoup évolué avec des solutions de prévention de la fraude. Attention. Des solutions aussi d'intelligence de paiement où on peut représenter les paiements de manière assez intelligente pour pouvoir maximiser les taux de succès de ces paiements-là. Et puis bien évidemment, on a plus de 100 000 clients, mais pas que des clients, on a aussi des partenaires, ce qui permet aussi aux directions financières d'avoir des outils intégrés de manière assez transparente et facile pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, pour aussi optimiser sa trésorerie, mais je pense qu'on va en parler. Mais voilà dans les grandes lignes, donc plus de 100 000 clients, et on a passé la barre des 1 milliard de dollars qu'on processe dans nos outils l'été dernier. Alors le digital, la thématique du jour, elle a été pensée comment, Alexandra ? Le digital, de toute façon, l'idée de GoCarless était de digitaliser, bien évidemment, le paiement. Ça veut dire que les chèques, je sais que ça existe encore beaucoup, surtout en France. Qui utilise les chèques, là ? Pour voir si la clientèle a une moyenne d'âge assez élevée, là. Et en plus, c'est un jeune qui dit oui, c'est incroyable, quoi. Ouais. Bon, j'ai été dirigeante d'entreprise avant et j'étais la personne responsable d'aller encaisser les chèques moi-même à la Société Générale en bas de la rue. C'est pénible. Donc c'était ça un petit peu l'idée derrière de la numérisation à la base. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser cette solution. Donc soit directement sur notre outil propriétaire, soit via des API, c'est-à-dire qu'on s'intègre directement à nos outils en le développant, soit, comme je le disais, avec des partenaires. L'idée est que tout est automatisé, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. D'une, on a une meilleure compréhension des paiements, on identifie immédiatement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça nous permet aussi de savoir ce qui est récupérable ou pas, parce que tout simplement, il y a plusieurs raisons d'échec sur un paiement. Quand quelqu'un est décédé, par exemple, ça ne sert à rien de représenter le paiement. Et donc, on est capable de vous dire les raisons qui ont fait un échec et éventuellement de représenter pour pouvoir maximiser cette trésorerie. Donc, la digitalisation, c'est ça. C'est une automatisation de bout en bout et qui permet d'avoir une plus grande facilité d'utilisation et aussi une plus grande granularité et lisibilité. Merci, Alexandra. Marie-Hélène, un petit mot sur la DFCG. Tout le monde ne connaît pas ce club, qui est quand même le club référent de la finance et des directeurs financiers en France que tu présides. Bonsoir à tous. Donc la DFCG, c'est le réseau de référence des décideurs financiers d'entreprise et de contrôle de gestion. C'est une association qui est créée depuis 60 ans. Nous sommes 3700 adhérents. Nous représentons 20 000 membres. Notre communauté, c'est 20 000 membres. 2000 entreprises. Si je donne un chiffre, c'est 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si on additionne tous les chiffres d'affaires de ces entreprises. La DFCG, aujourd'hui, a pour mission d'accompagner les DAF, les décideurs financiers, dans l'évolution de leur métier. Alors, ça passe par la RSE, ça passe par la transformation digitale, également de créer des communautés de pairs. Nous avons un ancrage territorial important avec 17 régions et 250 bénévoles en tout sur tout le territoire français. Et nous accompagnons aussi, nous formons, nous informons. Nous avons des 17 groupes d'échange qui travaillent sur nos enjeux principaux, dont j'ai cité 2, mais il y a aussi le pilotage de la performance, la gestion de crise, le DAF sous LBO, et puis je m'en cite beaucoup d'autres, des affinitaires aussi avec les jeunes décideurs financiers, les moins de 36 ans,
On va aussi sur de la distribution, on a un groupe distribution, un groupe service public, voilà. Et puis nous avons surtout pour mission de reconnaître aussi les décideurs financiers lors d'événements importants comme notre Financium qui a lieu une fois par an et qui reconnaît, qui décerne le prix du DAF de l'année, qui est un DAF du CAC 40. Bon, l'année dernière, c'était Eric Algouette de Hermès. Voilà. Et cette reconnaissance aussi, nous l'établissons aussi au niveau de chacune des régions, bien entendu, avec aussi un trophée région. Et voilà, donc c'est un réseau dans lequel je suis depuis 30 ans très très impliqué et je conseille à tout jeune financier d'entreprise de rejoindre le réseau. Ça nourrit aussi, ça forme, ça informe. C'est très très important. Merci Marie-Hélène. Alors on parle un peu de ta vision des choses sur l'état des lieux, sur les paiements. Oui, alors sur les paiements, justement j'ai essayé de préparer aussi, parce que je ne suis pas une experte des paiements quand même, mais j'ai essayé de préparer. Un directeur financier qui n'est pas expert des paiements. Oui, mais voilà, donc voilà, en termes techniques aussi et d'évolution numérique, voilà, donc on a un groupe transformation digitale qui travaille sur ces sujets, notamment sur la digitalisation et l'importance de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui les paiements, moi ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y a toujours les paiements traditionnels avec les espèces, les chèques bien entendu. Les espèces représentent quand même encore 20% des transactions en France, 35% en Allemagne, donc c'est quand même interpellant, voilà, pour moi. Après, je suis beaucoup plus orientée B2B que B2C, moi. Voilà, donc, ensuite, il y a les virements bancaires aussi, les prélèvements qui sont encore très importants dans les entreprises, notamment sur les factures fournisseurs, prélèvements. On a à l'international, bien entendu, le SWIFT. Les cartes bancaires, alors on a les cartes, bien entendu, de débit et de crédit que tout le monde connaisse, mais on a aussi les paiements sans contact, les paiements numériques et mobiles, les portefeuilles numériques qui sont déjà, comme l'Apple Pay, le Google Card, qui sont déjà en pleine évolution. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est qu'autrefois, ils n'étaient liés qu'à des comptes personnels, qu'aujourd'hui, ça devient, c'est aussi lié à des comptes professionnels. Donc ça, c'est une grande évolution. Et puis tout ce qui est application bancaire avec les paiements instantanés. Et j'arrive justement au SEPA instantané, qui est une grosse évolution en termes de paiement, donc en Europe en particulier, mais également à tout l'open banking. Le fait aussi que les banques ouvrent leurs API à des fintechs permet également d'automatiser, de fluidifier les paiements, et donc ça a un vrai impact sur la trésorerie. Il y a également les crypto-monnaies, la blockchain, mais alors là, ne m'en demandez pas trop sur ces sujets-là, mais ça fait partie aussi de... moi, ce que je constate, c'est une évolution aussi, j'entends parler de l'euro digital, donc je me dis qu'on va évoluer vers des monnaies aussi de banque centrale digitalisées, en fait. Et puis, le dernier paiement, je me suis un peu renseignée, le dernier paiement, c'est le paiement fractionné, bien entendu, qui permet de payer en fractionné. Pour moi, si on veut prendre un petit peu de hauteur, en conclusion, les défis des paiements numériques, pour moi, c'est la sécurité et la régulation, le fait que ces nouvelles solutions doivent répondre à des exigences en termes de cybersécurité et également en termes de conformité, par exemple comme le RGPD. Il y a également l'inclusion financière, qui est un défi aussi, parce que le développement des paiements mobiles en particulier et numériques vise à favoriser justement des populations qui ne sont pas bancarisées, donc ça leur permet d'avoir l'entrée au niveau de l'accès aux services financiers. Et puis il y a une dimension aussi aujourd'hui très prisée d'écologie et de durabilité, où la question de l'impact environnemental, en particulier des crypto-monnaies, pour moi, reste encore à interroger parce que très consommateur d'énergie. Merci Marie-Hélène. Alexandra, un petit mot sur l'innovation, l'impact ? C'est large, mais je vais essayer de répondre à tout ça. L'innovation et l'impact, en fait, on parle aujourd'hui de paiements digitaux. Il y a beaucoup de choses, effectivement, comme on vient d'en parler. L'idée, en tout cas pour nous, sur notre domaine de spécialité, qui est le paiement, du coup, sans carte, comme le nom l'indique. À chaque fois, j'ai un petit peu des remarques là-dessus. Donc, GoCardless, c'est vraiment paiement sans carte. Donc, paiement de compte à compte. On a commencé, effectivement, avec du prélèvement automatique. Et ensuite, on a essayé de rajouter pas mal de solutions pour toujours optimiser la trésorerie, d'une part, et aussi continuer dans l'innovation. Donc, l'innovation, ça passe par pas mal de choses. Ça passe d'une part aussi, parce que je pense qu'on va en parler un peu plus tard, par tout ce qui est prévention de la fraude. Parce que le paiement, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fraude. On a parlé aussi un petit peu de cybersécurité. Donc, on est capable, par exemple, au moment où un mandat de prélèvement est créé, d'identifier si c'est un mandat qui a potentiellement été déjà utilisé avec un RIB qui est frauduleux, etc. Donc, ça, c'est des outils qui sont assez intéressants. On a aussi tout ce qui est paiement instantané aujourd'hui. Donc, on a parlé avec le SEPA instantané, mais aussi tout ce qui est open banking. Donc, l'open banking, ça ouvre pas mal de possibilités, notamment paiement instantané qui ouvre de nouveaux usages. Ce qui est assez intéressant,
intéressant aussi, parce que l'open banking, c'est un grand mot, c'est joli, etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le paiement instantané, surtout en Europe, c'est un des rares paiements, comme il est archi-sécurisé, on ne peut pas le contester ensuite. Parce que comme vous le savez peut-être ou pas, on ne sait pas, quand on fait un prélèvement automatique, on a jusqu'à 8 semaines pour pouvoir le contester. Et quand c'est un paiement instantané via l'open banking, celui n'est pas contestable. Donc c'est vrai que pour des entreprises en B2B, c'est assez intéressant parce qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus sujettes à ces sujets de chargeback ou de rétrofacturation. Donc ça fait partie des innovations qui sont assez intéressantes quand on a une solution de paiement pour pouvoir se prémunir de la fraude ou se prémunir des cas d'usage parfois un petit peu abusifs et frauduleux. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont assez intéressantes dans l'innovation du paiement. Et puis après, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais tout ce qui est innovation que je trouve intéressante, c'est tout ce qui est intelligence de paiement. Alors c'est un bien grand mot, on parle d'intelligence artificielle, etc. Mais en tout cas, le fait qu'on est capable de processer pour plus de 100 000 clients et de processer plus d'1 milliard de paiements, ça nous permet d'avoir des connaissances un petit peu sur des comportements de payeurs au sens large, de données anonymisées. On parlait du RGPD, donc c'est anonymisé. Mais ça nous permet de comprendre des comportements de payeurs et d'utilisateurs. Et donc, par exemple, de savoir à quel moment il est plus opportun d'aller prélever certains payeurs. Donc, c'est très intéressant pour les entreprises parce que ça permet de maximiser les taux de succès et donc de réduire drastiquement les échecs de paiement. Et c'est des solutions qu'on peut faire et qu'on peut complètement automatiser. Je parlais un petit peu tout à l'heure en mode boutade sur le fait qu'aller reprélever quelqu'un qui est décédé, ce n'est pas la peine. Mais du coup, on est capable d'avoir une granularité des raisons d'échec de paiement que parfois les banques n'offrent pas, même si elles ont l'information, elles ne passent pas cette information-là. Et donc d'avoir cette granularité dans les raisons d'échec, par exemple, ça permet à nos outils de pouvoir savoir lesquels représenter et à quel moment. Parce qu'un paiement peut échouer pour des raisons de fonds bloqués, etc. Donc toute cette innovation-là, ça permet une chose importante, déjà l'automatisation, la digitalisation, puisque c'est le sujet aujourd'hui, mais aussi la maximisation de la trésorerie. Donc ça permet plein de choses derrière. La maximisation de la trésorerie, ça intéresse tout le monde, un cash is king. Aujourd'hui, on parle à des financiers pas mal, donc je pense que ça intéresse tout le monde. Mais aussi des gains de temps, c'est-à-dire qu'on a toutes les entreprises ont des directions financières. Je ne suis pas sûre qu'on maximise leur temps pour pouvoir rappeler monsieur et madame Michu qui n'ont pas payé. En revanche... Surtout s'ils sont morts. Hein. Surtout s'ils sont morts, en plus. On ne risque pas d'avoir une réponse. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on va économiser énormément de temps aux équipes financières pour qu'elles se puissent concentrer vraiment sur leurs tâches à grosse valeur ajoutée. J'ai un exemple passé avec un de nos clients, Payfit, qui en parle assez ouvertement. On a réussi à économiser un temps complet annuel parce qu'on a fait gagner énormément de temps sur ce genre de choses. Donc c'est vraiment ça aussi, l'innovation technologique, le côté digitalisation. C'est un gain de temps et d'argent parce que finalement aussi, économiser une tête complète sur ce genre de métier, c'est quand même assez intéressant. Et puis c'est vrai qu'être à la pointe de l'innovation, de tout ce qui se lance sur le paiement. Donc je parlais de l'open banking, mais il y a beaucoup d'autres choses. On a aussi le DSP3 qui va arriver, qui ouvre pas mal de possibilités. Les paiements instantanés, c'est des choses aussi qui ouvrent de nouveaux cas d'usage. On a pas mal aussi d'industries avec lesquelles on travaille, comme l'assurance par exemple, où c'est très important de s'assurer que dès le premier paiement, ça marche, parce qu'après, on est obligé légalement d'assurer la personne. Donc il y a beaucoup d'innovation qui se fait dans ce domaine, et c'est important aussi de se prémunir de la fraude, d'avoir des outils intégrés, de gagner du temps et de sécuriser sa trésorerie. Et donc c'est tout ça, je pense, qui est derrière l'enjeu de la digitalisation des paiements. C'est très clair. Thibaut, tu as une jolie coupe de cheveux. Merci. C'est quoi ton métier ? Bonjour à tous. Donc, moi, Thibaut Chauffour, je suis PI Finance de Planity. Planity, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent de Doctolib pour les coiffeurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On propose aux utilisateurs de prendre rendez-vous en ligne sur Planity, comme sur Doctolib. Et au salon, on leur propose un abonnement SaaS qui leur permet de gérer les rendez-vous, les stocks et le paiement. Et aussi les encaissements. Donc pour nous, tu gagnes tes sous comment ? Juste pour comprendre, tu prends une petite marge de 80% sur chaque coupe. Comment ça marche ? Nous, ce qu'on prend, c'est un abonnement SaaS. D'accord. C'est que l'abonnement. C'est que l'abonnement et on a un peu de frais sur les paiements qui passent par notre solution, où on vend aussi des SMS de rappel avant le rendez-vous. D'accord. Donc pour nous, le paiement, c'est vraiment très important parce que Planity, c'est 50 000 salons, donc 50-70 000 factures qui sont émises tous les mois qu'il faut payer. Et donc on utilise GoCardless et c'est un sujet qui est essentiel parce que GoCardless nous a permis de simplifier toute la partie order to pay. C'est-à-dire qu'on ait 1000 ou 50 000 salons, pour nous le paiement c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une facture est émise et elle est payée et réconciliée dans notre outil comptable directement. Ça nous a permis de simplifier toute l'expérience client, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Le
l'utilisateur rentre son RIB au moment de la mise en place de Planety, et ensuite il n'a plus besoin de réfléchir à comment le paiement se fait. Tous les mois, on vient prélever l'abonnement, on vient prélever les upsells qu'on peut leur vendre, et ce n'est pas un frein à l'utilisation. Donc pour nous, il y a une automatisation complète, donc de la création du mandat jusqu'au déclenchement du paiement, et on a 0 intervention manuelle. Donc comme tu le disais tout à l'heure, on économise 1 ETP, voire plus, par mois. C'est vraiment important. Ah bah, on le note. Voilà. Non, mais c'est vraiment important parce que côté finance, on n'a pas à se soucier vraiment de la cash collection. C'est-à-dire qu'on sait que quand on émet la facture elle va être payée, et on sait quand est-ce qu'elle va être payée. C'est-à-dire que c'est quoi, 5 jours à peu près après le lancement de la facture? Ouais, normalement, oui. Ouais, c'est ça. Et sachant qu'on est en train d'optimiser aussi les délais de paiement, donc Ça s'est amélioré. ira plus vite. Il me semble que c'était 7 jours il y a quelques temps. Donc c'est vraiment important pour nous parce qu'on peut prévoir le cash. On peut prévoir le cash, on sait quand est-ce qu'on va être payé, et on sait qu'on va être payé, donc c'est très important parce qu'on peut aussi représenter le prélèvement s'il ne passe pas. On a un taux d'échec qui est de 5%, et principalement parce que c'est des échecs liés à des fonds insuffisants, donc on peut le représenter si c'est le cas. Donc c'est vraiment un sujet important pour nous. Et on observe que quel que soit le pays, en France, en Belgique, en Allemagne, on est capable d'utiliser le prélèvement pour faire payer nos factures, et avec des taux d'échec qui sont assez sensiblement les mêmes. Donc vraiment pour nous c'est un gros plus. Et puis comme je le disais, ça permet de simplifier l'expérience client et d'avoir un gros impact sur la rétention. Pourquoi? Parce que l'expérience client, elle est différente si le paiement c'est painful. C'est-à-dire que si le paiement est compliqué, le client il peut churner, je prends l'exemple de la carte bancaire, mais la carte bancaire elle peut arriver à expiration. Le client peut avoir un peu la flemme de remettre sa carte bancaire, de changer. Avec le RIB, c'est pas le cas. Et donc pour nous c'est quand même un gros plus. On fait 98% de nos paiements via GoCardless sur du prélèvement. Et c'est aussi pour l'utilisateur assez rassurant, le prélèvement. C'est-à-dire que la carte bancaire, on a vraiment l'impression de donner de l'argent, là où donner un RIB, on est un peu plus en sécurité, parce qu'on peut faire opposition au prélèvement, on est prévenu la veille ou quelques jours avant qu'on va être prélevé, donc ça rassure beaucoup l'utilisateur, le salon en question. Ensuite, ça nous permet de baisser justement le churn involontaire, c'est-à-dire les gens qui ont des moyens de paiement qui ont expiré, qui ont pas réussi à mettre en place un moyen de paiement ou à gérer la partie paiement. Donc on est capable de vraiment récupérer tous les paiements sans que ça soit vraiment compliqué pour le salon de nous donner son moyen de paiement. Et c'est généralement pas un problème, quel que soit le pays. On a vu que sur l'Allemagne, le cash est comme très important, mais on n'a aucun problème à se faire payer. On a 95% des paiements qui passent par le prélèvement du premier coup. Donc ça, c'est quand même très important. Ensuite, c'est aussi un levier de conversion, le paiement, parce que c'est important que quand on ait fait la démo du produit, que le client soit convaincu. Le paiement, ça ne soit pas un frein à la conclusion de la vente. Tenez son RIB, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire facilement. On le fait pour EDF, on le fait pour la facture de Internet. Donc c'est quelque chose qui est assez commun et répandu en France, mais aussi dans les autres pays. Et donc, on peut enchaîner ensuite, après la formation, après la présentation du produit, sur récupérer un moyen de paiement sans que ça soit un frein. Donc ça, c'est très important de notre côté. Et aussi bien côté B2B que côté B2C, parce qu'on est habitué à être prélevé. Ensuite, sur la partie paiement, les différences entre le B2B et le B2C. Le B2B, justement, l'importance de GoCardless pour nous, c'est qu'on est très intégré avec GoCardless, avec notre outil de facturation. Et donc, comme je disais, on réduit forcément toutes les frictions, toutes les tâches manuelles, tous les bugs qu'il peut y avoir. Côté B2C, ça va être plutôt sur la partie SaaS que le prélèvement va être important, je pense, pour payer ses abonnements. Mais nous, côté Planety, on utilise le paiement aussi comme un moyen d'augmenter notre panier moyen. C'est-à-dire qu'on va remplacer les banques sur des TPE. Donc on fournit un TPE, on prend une commission sur chaque paiement qui passe. Donc ça nous permet aussi, côté business, de faire augmenter notre panier moyen. Et on va aussi prendre
des frais sur des paiements en ligne. Ça va sécuriser la transaction, c'est-à-dire que si vous prenez un rendez-vous chez un salon pour une grosse prestation, le salon, pour éviter d'avoir un no-show, il va vous demander un acompte de 30%. Et grâce à Planity, il peut le faire en ligne facilement. Et nous, on va prendre un petit frais sur chaque transaction qui passe. Et c'est aussi un vrai plus pour le salon. Donc nous, on a vraiment le côté paiement B2B pour faire payer nos utilisateurs, nos salons, et côté B2C pour aussi améliorer notre panier moyen et notre business. Et Thibaut, il y a combien de salons de coiffure en France ? On estime le marché à 100, 120 000, pas salon de coiffure, mais salon de beauté, coiffure, manucure. Ouais. Et on n'adresse pas les salons, les coiffeurs à domicile. Parce qu'on n'est pas capable de calibrer la durée de déplacement. Et des chaînes comme Nessange, qui sont très connues, ça représente à peine 350 salons en France. Ouais, donc c'est beaucoup. Mais... Nous, on rentre 2000 salons tous les mois, donc c'est vraiment une toute petite partie du business. Ouais. Merci Thibaut. Frédéric, alors en fait, il y a eu une vie avant et après DocuSign. Hein. Bah oui. On ne sait pas comment on faisait pour vivre avant, quoi. Moi non plus, à vrai dire. Non, c'est vrai que c'est marrant. Quand j'étais dans des assemblées, en phase d'assemblée comme ça, il y a 6 ans, quand j'ai démarré chez DocuSign, et que je demandais qui avait déjà signé électroniquement avec DocuSign, il y avait quelques mains qui se lèvent. Peut-être que si ce soir, je vous demande qui n'a jamais signé une enveloppe DocuSign électroniquement, je pense que je ne vais pas passer trop de temps à vous expliquer qui est DocuSign, même si derrière le nom et la signature électronique, évidemment, qui va parler à chacun d'entre vous, il y a beaucoup de solutions autour de notre plateforme qui permettent de gérer plus largement que la signature la mise en accord. C'est-à-dire que la vocation de DocuSign, c'est de fournir la plateforme digitale qui va vous permettre de vous mettre en accord d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai que quand tu m'as invité, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le paiement ? Parce que le paiement n'implique pas une signature, les systèmes de transaction ne sont pas liés à la signature, mais en y réfléchissant un petit peu, je vais plus parler de sécurité, de confiance, de fraude, et il y a le paiement, mais il y a tout ce qui est en aval, enfin en amont et en aval du paiement. Et c'est vrai que nous, on intervient beaucoup en amont, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer en relation pour la première fois avec une institution bancaire, avec votre assurance, quand un salon de coiffure va souscrire à une offre SaaS de Planity, j'imagine qu'il va y avoir une phase d'authentification, il va y avoir de la signature électronique, il va falloir s'assurer que la personne qui souscrit est vraiment celle qu'elle prétend être. Et là, c'est un énorme enjeu aujourd'hui, la fraude sur l'identité. Donc au moment, encore une fois, où on est dans un processus d'onboarding d'un client, et en particulier dans le monde de la finance, il y a à peu près 50 milliards de dollars de risque d'exposition à une identité frauduleuse aujourd'hui. Et évidemment, ça a augmenté de 244% depuis que l'intelligence artificielle a commencé à se répandre. Donc ce qu'on appelle les deepfakes, c'est aujourd'hui au cœur de la gestion de l'identité. La gestion de l'identité étant elle-même au cœur de la logique de signature électronique, d'enregistrement dans laquelle DocuSign est un acteur. Alors, je ne vais pas insister trop longtemps sur le fait qu'on soit une boîte américaine. Je pense que depuis quelques jours ou quelques semaines, ce n'est pas le truc le plus populaire. Est-ce que tu as un concurrent européen, par exemple ? On a des concurrents partout. Ouais. Mais je vais te dire un truc, malgré cette assemblée qui est unanimement signataire de DocuSign au moins une fois dans sa vie, le concurrent principal, ça reste lui, ça reste les process un peu archaïques d'enregistrement, etc. Mais c'est vrai que pour revenir à notre sujet fondamental, autant DocuSign n'intervient pas au moment du paiement lui-même, autant sur les phases amont, le fait que les banques soient 100% digitalisées, le fait que le monde de la finance et le monde du B2B soit aujourd'hui 100% digitalisé, ça rend le degré d'exposition à la fraude encore plus important qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus dans une agence bancaire. Quand on change de banque ou quand on souscrit une nouvelle offre financière ou bancaire, on ne se rend plus en agence. Donc, comment prouver qu'on est bien celui qu'on prétend être ? Eh ben, il y a des outils qui permettent de faire ça. Alors, j'ai plaisanté un peu sur le côté américain, mais je vais être plus sérieux sur le côté français. DocuSign est une société qui a beaucoup investi en France, qui a fait des acquisitions aussi d'entreprises en France. Et aujourd'hui, pour tout ce qui est vérification d'identité et sécurité, le pôle de R&D de DocuSign, pas que pour la France, mais de manière mondiale, est basé ici à Paris. Donc ici, moi j'ai 80 ingénieurs
qui développe les solutions d'identification, d'authentification digitale, qui permettent dans les phases de signature d'apposer un certificat de signature qualifié sur certains actes très importants, et en particulier les actes notariés, mais qui permet aussi de gérer de l'identité quand on est dans les phases d'onboarding. Donc les clients nous sollicitent de plus en plus pour utiliser DocuSign, non seulement pour la signature, mais dans ces phases d'onboarding, de vérification d'identité, d'enregistrement. Et c'est dans ces phases-là qu'on a nos solutions d'identité et d'authentification. Et là aussi, c'est un peu la guerre de l'intelligence artificielle contre l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que comment on fait pour détecter que la vidéo qu'on a en face de soi quand on s'enregistre n'est pas un deepfake, mais c'est une vraie vidéo, il faut mettre de l'AI en face de l'AI. Donc c'est vrai que c'est une course à l'échalote en matière d'innovation pour arriver à être face à cette fraude qui vraiment se répand un peu partout, qui nécessite d'être en amont. Donc on a nos ingénieurs qui sont en France, qui travaillent là-dessus. Nos solutions, on les a fait certifier par l'ANSSI. Donc on est tiers de confiance auprès de l'ANSSI certifié pour l'ensemble de l'Europe, ici en France. Et c'est un niveau de certification qui est exigeant. Parce que les Français, comme les Allemands, sont très exigeants à ce niveau-là. Mais c'est aussi un choix délibéré de notre part de se faire certifier ici, parce qu'on sait que le niveau d'exigence est fort et parce qu'on sait que ça va parler non seulement à notre clientèle en France, mais à l'ensemble de nos clients à travers l'Union européenne. Donc une fois de plus, c'est vrai que j'aurais du mal à parler du paiement lui-même, mais je voulais attirer l'attention de notre auditoire ce soir sur cette phase en amont du paiement, c'est-à-dire que quand vous découvrez votre client pour la première fois, quand vous-même en tant que client, vous devenez client d'une banque ou client d'une assurance pour la première fois, la vérification d'identité et donc par voie de conséquence la fraude à l'identité sont deux piliers essentiels que les gens sont en train d'implémenter. Nous, dans une étude récente, on a vu qu'il y avait à peu près 74% des entreprises, donc des clients DocuSign, on en a interviewé 1500 je crois, qui se déclarent avoir déjà été victimes de fraude à l'identité de la part de leurs clients, pas de leurs employés mais de leurs clients. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces entreprises-là ont des projets pour s'équiper. L'exposition au risque est tellement importante que le retour sur investissement est hyper rapide. C'est-à-dire que c'est en moyenne 1 million d'euros d'exposition par entreprise, cette fraude à l'identité. Évidemment, quand on est une grande banque et quand on est une organisation financière de dimension mondiale, c'est exponentiel. Et le business model de DocuSign, d'ailleurs, comment tu gagnes tes sous ? Alors, nous, on va travailler en B2B avec des entreprises qui vont souscrire à des abonnements DocuSign et qui vont ensuite valider un certain nombre de signatures. Donc, chaque fois que vous signez une enveloppe DocuSign, il y a l'entreprise, la banque, l'assurance, l'entreprise de télécom qui est derrière et qui vous fait signer. Elle a souscrit auprès de nous un service de plateforme. Donc ça, c'est pour la partie signature électronique. Après, il y a toute une autre dimension qui est sur la gestion des contrats avec un mécanisme financier un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez une base contractuelle qui est assez ancienne, certains ont été signés électroniquement, d'autres sont plutôt des anciens contrats manuels. On est capable d'ingérer l'ensemble de votre base contractuelle et de vous dire, par exemple, le degré d'exposition que vous avez à un risque si, dans un monde complètement hypothétique, par exemple, les droits de douane venaient à être multipliés par 2 du jour au lendemain, quel est votre degré d'exposition ? Donc pour certaines entreprises, c'est assez négligeable. Quand on s'appelle Maersk ou CMA CGM, ça vaut le coup de se pencher un peu sur le sujet avec DocuSign. Merci Fred. Marie-Hélène, un petit peu de prospective. Qu'est-ce qui se passe demain ? Alors, qu'est-ce qui se passe demain ? L'avenir des paiements numériques, aujourd'hui, ce qu'on peut constater à la DFCG, c'est qu'au niveau du CEPA instantané, ça se développe et ça permet donc, au niveau des impacts, c'est ça qui est important aussi pour la DFCG, pour les directeurs financiers, ça permet d'optimiser le BFR, ça permet de réduire le risque de retard de paiement, bien entendu, et ça permet aussi plus de flexibilité dans la gestion de trésorerie, mais ça a déjà été dit. L'open banking et l'API, ça a vraiment des avantages aussi, parce que ça permet de payer sans passer par les cartes bancaires et donc ça permet de réduire les coûts notamment de transactions, de sécuriser également les paiements par une authentification plus forte, donc moins de fraude, ça vient d'être aussi dit. L'automatisation des API aussi, ça permet d'intégrer aussi ces moyens de paiement aux ERP et à la CRM et donc c'est un pilotage en temps réel. Ensuite, l'impact de l'intelligence artificielle aussi en termes d'évolution et de l'utilisation de la blockchain.
blockchain. L'intelligence artificielle, en fait, va permettre de, comme ça a été dit aussi, je fais de la répétition, en fait, ça permet de détecter les fraudes et d'optimiser donc les flux de trésorerie, bien entendu, et la prévision des paiements. La blockchain, elle permet aussi de fluidifier les paiements internationaux, transfrontaliers. Et il y a encore, en termes d'avenir aussi, tout ce qui est bien entendu les paiements totalement intégrés comme les Uber, les Amazon et les Apple Pay qui se développent de plus en plus. Et donc, que ce soit en B2B ou en B2C, pour des directeurs financiers, ça fluidifie les paiements fournisseurs et clients. L'expérience utilisateur, vous en avez parlé, elle est améliorée et ça permet des gains de productivité. Et le dernier point par rapport à tout ça, c'est les paiements responsables. Et là, moi, j'aurais plutôt une question par rapport aux experts, si vous permettez, Alain, c'est de poser la question de comment ça évolue, ces paiements, comment on intègre les dimensions ESG dans les paiements. Parce que autant je le vois en tant que directeur financier au niveau de la prédiction, au niveau d'autres sujets, l'extra-financier, autant je ne le vois pas aujourd'hui en termes de paiement. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question pour toi. Si, c'est une question pour moi, mais je n'ai pas de réponse. Donc pour l'instant, pas grand-chose en toute transparence. Voilà. Mais effectivement, c'est un sujet. C'est un vrai sujet, mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse. Ça fait partie des sujets. C'est des vrais sujets sur toute l'Europe, etc. On parle de fraude, de prévention, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on devra travailler. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on a une solution. Je préfère être franche. Alors, avant de passer la parole à la salle pour les questions collégiales pour tous les quatre. Donc, comment les solutions de paiement récurrents contribuent-ils à la fidélisation des clients, si c'est possible, et également à la prévision des flux financiers dans le secteur uniquement B2B? On parle de B2B aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra? J'ai plein d'idées. Non, mais en fait, d'autres en ont mieux parlé que moi. Effectivement, en fait, tout ce qui est paiements digitaux, ça permet de fidéliser les clients, mais surtout, le fait de pouvoir avoir des paiements dont on s'assure qu'ils vont fonctionner, c'est ça qui permet de fidéliser les clients. Tu en parlais tout à l'heure, effectivement, sur les paiements par carte, le fait qu'il y ait des plafonds, qu'il y ait des dates d'expiration, souvent, ça conduit au fait que les clients partent parce que finalement, mon paiement n'est pas passé. On me propose de remettre ma carte, finalement, je ne vais pas me réinscrire. Donc, on a ça sur des acteurs comme dans ton secteur, sur des acteurs aussi, tout ce qui est salle de sport et autres. Donc, finalement, le fait de pouvoir passer sur des paiements qui sont beaucoup plus dans la durée et qui ne risquent pas ensuite d'échouer, ça permet de fidéliser les clients. Donc, ça, c'est un vrai atout aussi d'avoir du prélèvement automatique parce que ça permet de se prémunir contre ce churn involontaire. Et ensuite, quand on parle aussi de fidélisation client, tout ce qui est système B2B, ça aussi côté DocuSign, c'est vrai que tout ce qui est abonnement en SaaS, on a vu quand même, là, je pars sur des choses un peu plus globales et un peu plus macroéconomiques, mais on a vu beaucoup d'entreprises, de la French Tech et autres, qui ont beaucoup bifurqué sur ce modèle SaaS. Pourquoi ? Parce que quand on est en direction financière, c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir prévoir ses flux financiers, de pouvoir prévoir son revenu. Et donc, on a vu quand même beaucoup d'entreprises pivoter sur ce modèle parce que ça permet de fidéliser ses clients, d'avoir aussi une trésorerie une trésorerie et même des plans financiers beaucoup plus prévisibles. Donc, ça joue un peu sur deux impacts. Il y a quand même le marché qui s'est orienté de plus en plus sur tout ce qui est abonnement B2B. Et ensuite, il y a des solutions de paiement qui permettent de pérenniser ses clients pour éviter le churn involontaire. Thibaut ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dirais même que ça permet aussi de rapporter plus d'argent sur la durée de vie du client. Ça, c'est un autre sujet. Je l'aurais pas dit. Non, nous, le paiement, ça reste vraiment le cœur du business. C'est-à-dire qu'on peut avoir un produit qui marche super bien, qui plaît à tout le monde. Si le paiement, ça va vraiment poser problème sur l'acquisition. Donc, on a besoin d'avoir des outils qui soient automatisés et intégrés le plus possible. Marie-Hélène. Donc, au niveau des directions financières, moi je dirais que ça permet d'optimiser la trésorerie, ça permet l'intelligence artificielle aussi par rapport à tous ces sujets, permet aussi d'avoir une vision des profils de clients et dans la dimension paiement, de pouvoir justement adapter la relance, le recouvrement, d'intégrer aussi toute la dimension risque aussi, et d'optimiser en fait par des modèles. Cette intelligence artificielle, elle nous amène énormément de cas d'usage et c'est très important au niveau du recouvrement et au niveau de l'expérience client. Frédéric, tu as un avis, même si tu n'es pas directement concerné? Moi, mon avis, c'est que la fidélité, elle repose sur la confiance et la facilité d'usage. C'est-à-dire qu'on va revenir parce que c'est facile. Donc on essaye, nous, chez DocuSign, de transmettre cette facilité d'usage en ayant un processus digital qui ressemble le plus possible au processus physique, mais dans un monde tout aussi sécurisé, voire même davantage sécurisé. Et puis je pense mais vous l'avez tous dit, la confiance aussi
On revient parce qu'on connaît la marque, parce qu'on sait que c'est sécurisé, parce qu'on sait qu'on se sent en confiance. Dans un monde B2B, c'est essentiel. Dans un monde B2C également. Mais c'est vrai que la confiance, c'est ce qui fait tout en termes de fidélité client. Je vais répondre sur mon sujet. Nous, on s'occupe du paiement. Après, on a effectivement des prestataires et des partenaires technologiques sur pas mal de choses. Donc, tout ce qui est authentification du payeur et autres, on sous-traite avec des technologies qui permettent de sécuriser l'identification de la personne. Je parlais aussi d'outils de prévention de la fraude qui nous permettent d'identifier, par exemple, des IBAN frauduleux. Et on a aussi des outils de vérification, par exemple, des données d'un payeur. Quand on onboard aussi une nouvelle entreprise qui veut travailler avec nous, on a pas mal d'outils de vérification qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour vérifier par exemple la véracité des papiers d'identité et autres. Alors, il y a beaucoup plus de technologies maintenant et effectivement avec reconnaissance faciale, etc. Aujourd'hui, on ne l'impose pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on suit la régulation, on est régulé par la CPR, mais ça n'empêche pas qu'au fur et à mesure où ces technologies sont de plus en plus répandues, rien ne nous empêche, et je pense qu'on le fera effectivement, d'aller solliciter ces technologies-là au fur et à mesure que l'utilisation se répand. Mais aujourd'hui, ça n'est pas forcément le cas. Thibaut ? Oui, je rajouterais que ça a un coût supplémentaire de ces technologies-là. Comme on a le 3DS sur la carte bancaire, la 3DS, ça coûte de l'argent pour chaque transaction. Je pense que rajouter des moyens de vérification rajouterait du coût aussi pour l'entreprise. Et c'est pour nous qui faisons du SaaS, cette vérification, elle pourrait être faite qu'au premier prélèvement ou au premier paiement. Ensuite, on a besoin justement d'avoir un paiement qui soit invisible pour le client. Marie-Hélène ? Commentaire, pas de commentaire, Frédéric non plus ? Si. Non, moi ce que je veux dire, c'est que l'authentification, elle doit être multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a une dimension biométrique, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est la reconnaissance faciale, qui est vérifiée avec de l'IA, puis par un humain et ensuite certifiée. Plus évidemment la vérification des papiers d'identité, donc on va scanner le passeport, la carte, le permis de conduire, etc. Et enfin, un troisième niveau d'authentification avec un code SMS, etc. Donc c'est la triangulation et le multifactor qui va faire en sorte que l'identité sera vérifiée et, voilà, et qu'il n'y a pas d'usurpation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à automatiser de toute façon. L'intelligence artificielle, on l'utilise tous de plus en plus au quotidien, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on essaie de l'intégrer dans nos solutions via pas mal de choses, c'est-à-dire dans les process pour les fluidifier, parce que c'est toujours parfois un peu laborieux quand on a une activité régulée, sur tout ce qui est aussi support, etc. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser, mais on en revient, on parle un petit peu aussi de tout ce qui est cybersécurité et autres. Je pense qu'il y aura toujours quand même un facteur humain, surtout quand on touche à des choses assez sensibles comme le paiement, et donc vérifier l'identité. Et donc je pense qu'il y aura toujours une partie un peu d'humain, parce qu'on pourra automatiser beaucoup de choses, mais il y aura forcément une espèce de jugement. Pour donner un exemple tout simple, quand on a une activité régulée et qu'on processe du paiement, on s'expose aussi d'un point de vue cash, et donc on est obligé de vérifier aussi la solvabilité, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on a automatisées, mais quand ça devient des sujets un petit peu sensible, il y a forcément une décision humaine avec une équipe humaine qui doit faire cette décision-là. Donc je pense qu'il y aura encore plus d'automatisation, encore plus d'efficacité, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement tout automatiser. Thibaut, avec l'IA, c'est génial, tu vas être viré, il n'y aura plus besoin de directeur financier, ça va faire un paquet de chômeurs quand même. Hein. Non, il y a quand même beaucoup de choses encore à faire côté finance pour mettre en place tous les outils. Mais oui, sur l'analytique, en tout cas chez nous, on aura beaucoup de choses à apprendre par l'IA. Marie-Hélène, tu représentes des milliers de directeurs financiers. Vous êtes inquiet, non ? Alors, on est à la fois inquiet et en même temps, on est assez optimiste et on se dit que si on se projette voilà, dans 10 ans, certainement pour ce qu'on constate, pour échanger beaucoup aussi avec les CFO qui aujourd'hui sont aussi en avance dans certaines entreprises sur ces questions-là, on voit qu'en fait, les équipes finance, elles apprennent à apprendre, elles ont un regard différent, elles deviennent de plus en plus proches du business parce que toutes les tâches complètement sans valeur, avec moins de valeur ajoutée sont automatisées, que ce soit la compta mais aussi le contrôle de gestion. Bien entendu, la prospective, ça donne une force de frappe vraiment beaucoup plus importante parce que ça permet de récupérer beaucoup plus de data en un temps beaucoup plus réduit. Et donc tout ça, pour en avoir, moi ce que j'observe, ce que je constate, c'est que en fait, aujourd'hui, on est dans un changement de monde où les équipes financières qui auront passé ce cap, donc de compréhension aussi,
ben, en fait, elles sortiront d'un rôle de gendarme ou de contrôleur et elles deviendront vraiment plus proches du business ou plus proches de la stratégie, parce que je reste convaincue que les équipes financières ont une vision souvent globale quand même, hein, les directions financières de l'entreprise, et que justement, par rapport à la stratégie, le fait d'être plus proche soit du commerce, soit de l'industrie, hein, de la prod et tout ça, permettra justement que toute l'entreprise aille vers une autre approche, hein, plus de performance, voilà, plus de développement. Frédéric, l'IA, ça va donner quoi pour DocuSign dans quelques années? Alors, ça donne déjà pas mal de choses, comme tu peux bien l'imaginer, mais je fais un peu le parallèle avec ce que Marie-Hélène vient de dire pour les directions financières, transposées aux directions juridiques. C'est vrai qu'on a en face de nous, chez DocuSign, souvent des directions juridiques, parfois un peu schizophréniques avec l'arrivée de l'IA, en se disant, bah non, le postulat de boîtes comme DocuSign, c'est qu'avec l'IA, finalement, on n'aura plus besoin de directeur juridique. Et au fur et à mesure de l'adoption qu'ils font de nos solutions, ils se rendent compte qu'ils gagnent un temps fou, qu'ils accèdent à un maximum de données et que du coup, leur pertinence vis-à-vis des conseils d'administration, en termes de compréhension des risques, en termes d'anticipation d'opportunités aussi, même vis-à-vis des directions commerciales, ça les recentre dans le business. Donc, dans 10 ans, un directeur juridique, il sera toujours là, il y aura toujours une dimension stratégique humaine immense, mais il pourra faire une tâche en 5 minutes qu'aujourd'hui, il a 5 personnes pour faire en 10 jours. Voilà. Donc il sera dans son conseil d'administration et en 5 minutes, il pourra comprendre quelles sont les implications d'une nouvelle réglementation, d'une opération de M&A, d'une nouvelle taxation qui arrive sur les marchés et quel est son degré d'exposition, combien de contrats sont touchés, combien de clients sont impactés en quelques secondes. Et là, ça, c'est pas dans 10 ans. En fait, j'ai envie de répondre j'ai pas envie de me défiler, mais c'est pas un problème chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel fraudeur peut prendre l'identité de n'importe quel site. Moi, je reçois à chaque fois des trucs, c'est Microsoft ou Google qui m'envoie le truc. J'ai pas l'impression que c'est Google qui est responsable. Donc, je suis désolée, c'est un peu ça, mais c'est-à-dire que je peux pas. Nous, GoCardless, ne pouvons pas anticiper si demain un fraudeur aux quatre coins du monde va décider de prendre l'identité de GoCardless de la même manière qu'on a toute la journée qui prennent Microsoft et Google. Alors j'ai une réponse un peu facile, mais vu qu'on n'est ni Microsoft ni Google, j'ai l'impression qu'on est quand même moins victime de ça, voilà. Donc parce qu'on a un peu moins de couverture, mais c'est très difficile pour une entreprise de se dire que le nom va être pris, parce qu'en fait c'est le principe même des fraudeurs. Je pense que c'est plutôt d'un point de vue finalement boîte mail par exemple, parce que c'est souvent par le mail que ça passe, et je pense que c'est plutôt justement aux fournisseurs de mail, etc., GoCardless, de pouvoir filtrer ces adresses qui ont été personnifiées, tout ce qui était aussi provider de téléphone, etc., où on reçoit des SMS, je suis Mondial Relais, votre truc ne rentre pas dans la boîte, merci de me rappeler, ce genre de trucs là. Mais je pense que c'est plutôt aux opérateurs, que ce soit les opérateurs téléphoniques ou aux fournisseurs par exemple de mail, de gérer ce genre de choses et d'identifier des choses frauduleuses, plutôt qu'à n'importe quelle marque du monde entier qui ne peut absolument pas anticiper que sa marque puisse être détournée. Thibaut, est-ce que tes clients grandissent déjà, Thibaut? Non. Eh bien, il faut y penser. Voilà. Ou peut-être, mais je ne suis pas au courant. Mais oui, non, on n'a pas ce problème-là côté Planity. Et c'est pas, on n'a pas eu de tentative de ce côté-là. Donc pour nous, je pense qu'on est encore petit pour être visé par ce genre d'attaque. Mais je pense que tu auras beaucoup plus ce problème-là parce que je reçois, c'est vrai, beaucoup d'emails avec des tentatives justement liées à de la signature en ligne. Bah nous, on est un des noms de domaine les plus piratés au monde. Tu parlais de Google, de Microsoft, etc. C'est vrai que beaucoup de gens usurpent évidemment des fausses adresses DocuSign pour pouvoir envoyer des enveloppes, recueillir des informations, etc. Donc, comme tu le disais, Alexandra, on ne peut pas faire grand-chose contre ça, mais il y a beaucoup d'informations à destination de nos clients sur notre site pour les aider à faire la différence entre ce qui est une vraie enveloppe DocuSign et ce qui est une fausse. Et après, on travaille beaucoup avec nos clients aussi pour que ce soit derrière leur marque qu'intervient DocuSign. Donc vous recevez quelque chose de la BNP, de la Société Générale, du Crédit Agricole qui est tagué, donc vous savez que ça vient de votre banque et vous n'avez pas forcément à questionner si c'est un vrai DocuSign ou quelqu'un qui essaye d'imiter. Mais bon, voilà, on ne peut pas, encore une fois... Le zéro défaut n'existe pas. Voilà, et on ne peut pas se protéger contre autant. Ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on essaie de faire en sorte
qu'ils n'aient pas à faire trop de compromis entre une expérience client qui soit fluide et la sécurité. Après, ça va être en fonction des secteurs, en fonction du typologie de document, on est prêt à accepter une fluidité qui est moindre parce que le niveau de sécurité doit être plus exigeant. Donc je pense que c'est au niveau de tous les acteurs B2B qui travaillent avec nous, et encore une fois on a beaucoup parlé du monde de la finance aujourd'hui, c'est cet arbitrage de se dire pour ce type de document le risque d'exposition est assez faible, donc du coup on va mettre 1 ou 2 niveaux d'authentification. Pour un document notarié, signé à distance, avec des implications financières, notariales et patrimoniales immenses, eh ben, les gens peuvent supporter d'avoir 3-4 niveaux d'authentification, même si ce n'est pas le plus fluide, c'est la sécurité qui est prioritaire. Après, l'intelligence artificielle, elle va arriver pour accélérer, fluidifier le passage d'une étape vers l'autre et corréler les différents. Donc je pense qu'on ne va pas se retrouver avec 6 niveaux de multifacteurs, on va rester sur des niveaux raisonnables de 2 voire 3, mais on va avoir des mécanismes de corrélation accélérés avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un gain de temps qui va être considérable et qui va permettre justement de s'extraire, d'avoir à faire le compromis entre sécurité et expérience client. Thibaut ? Moi, je pense que sur la partie prélèvement, justement, on n'a pas un besoin de sécurité aussi élevé au moment où on donne le RIB, parce que justement, on peut faire un chargeback derrière, on peut annuler un prélèvement très très facilement. Moi, je peux aller sur le compte bancaire, en 2 secondes, j'annule un prélèvement. Donc, il y a un côté rassurant là-dessus. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin aussi de ne pas complexifier la mise en place du prélèvement, du paiement, parce que c'est un frein à la vente. Alexandra ? Enfin, du coup, j'ai rien à ajouter sur le prélèvement, mais je parlais de l'open banking. L'open banking, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de paiement instantané, il y a une double authentification et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de chargeback. Mais effectivement, rajouter 40 000 étapes, ça va être complètement contre-productif. Et encore aujourd'hui, justement, il y a un gros sujet de fluidification des différentes étapes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand je l'utilise, moi, en tant qu'utilisatrice personnelle, selon l'intégration avec quelle banque ou telle autre banque, c'est pas toujours très très fluide. Donc je pense qu'il y a plutôt un sujet de garder cette double authentification, mais fluidifier les API, et c'est le sujet de la DSP3. J'y reviens du coup. Alors, le cash, c'est 20%. Hein. Le rapport BCE qui est paru il y a peu de temps, c'est ce qu'il met en avant. Et 35%, moi-même, ça m'a surprise. Après, moi, j'explique ça alors, par les économies informelles, je vais le dire comme ça, où effectivement, on gère beaucoup de cash, ouais, voilà, donc dans certains secteurs. Tout aussi, il y a, dans le rapport de la BCE, il y a aussi la différence entre les grandes villes en France et les petites villes, les campagnes, où les espèces sont encore très prégnantes dans les moyens de paiement. Donc là, on est dans le B2C, voilà, où effectivement, quand on va acheter son pain, on ne sort pas la carte bancaire ou le Google Pay ou des choses comme ça, le mobile pour payer. Voilà, donc les petites sommes aussi. Et il y a même ce que j'ai lu, c'est de dire, c'est une question aussi de CSP, donc de catégories socio-professionnelles, voilà, et de différence entre les métropoles, on va le dire comme ça, et les territoires ruraux, où je pense que ça a un impact aussi. Moi, j'explique ça comme ça, voilà, donc c'est plus du B2C pour moi que de l'entreprise, là, ce que je suis en train de vous dire, mais voilà. Frédéric, par exemple, toi, ton plombier ou ta nounou, tu la payes au black, non ? Alors, premièrement, signature électronique. Ah bah bien sûr, surtout la nounou, 14 ans. Alors, pour le plombier, pas d'identification vidéo, mais pour la nounou, oui. Non, après, je pense que voilà, il y a des enfants aussi, il y a des personnes âgées. Je pense que ces gens-là, ces catégories-là, il y a encore un côté appréhension aussi de ce qu'on a dans son portefeuille, de ce qu'on a jusqu'à la fin du mois, de ce que nos parents nous ont donné. Et même si ça change, et même si ma fille adolescente maintenant, elle a son compte Revolut que j'alimente et qu'elle désalimente probablement à la même vitesse. Non, voilà, je pense qu'on y va. Mais c'est important, ça ne donne pas 20% de blague, c'est quand même beaucoup de cash. Ouais. Non, mais c'est important. Thibaut, les coiffeurs, là, Ouais, non, nous, c'est ce qu'on peut observer dans justement les transactions qu'on voit passer par nos outils. On a 15-20% de cash qui passe aussi. Pour les coiffeurs, c'est aussi une partie de leur revenu qui est du black, c'est sûr. C'est très important. On va faire une conférence sur ce sujet, tiens. Non, mais... On ira tous en prison, mais bon, c'est...
On voit qu'en Allemagne, c'est vrai que c'est une part plus importante. Et les Allemands, ils sont un peu plus réticents justement à l'utilisation de la carte bancaire. La carte bancaire n'est pas très répandue, même sur le paiement en ligne. Sur le paiement en ligne en Allemagne, ils vont utiliser beaucoup plus ce qu'ils appellent des wallets. Il y avait un outil qui s'appelait Giropay qui ont arrêté, qui est remplacé par Wero, qui est l'outil européen. C'est du PayPal, c'est du Klarna, avec du paiement en plusieurs fois. Mais c'est vrai que les autres pays européens peuvent utiliser plus de moyens de paiement que la France. Et c'est vrai que l'écosystème paiement global, il est moins développé en Europe qu'aux États-Unis, où justement utiliser des prestataires autres que les banques pour toute la partie paiement, c'est beaucoup plus répandu. Alexandra, c'est un concurrent pour toi, le cash? Je pense pas vraiment que ce soit. Enfin, de toute façon, nous, ça, on le voit absolument pas passer, puisque de toute façon, l'activité régulée, go cardless, ça pourrait être go cashless aussi au final. Mais en tout cas, ces paiements compte à compte, on le voit absolument pas passer. Je pense quand même, au-delà de go cardless à proprement parler, je pense pas qu'on pourra totalement éradiquer le cash un jour. Ça restera quand même sur des petits business, mais juste au quotidien. Je vois, il y a encore pas mal de commerces qui refusent de prendre la carte en dessous d'un certain montant. Elle est en panne. Hein. Ouais, mais voilà, on connaît l'histoire. Du coup, rien que ça encourage quand même à Paris, même en étant CSP+, même en étant connecté, on est obligé de payer en cash si on ne veut pas dépenser une fortune, typiquement pour acheter des cigarettes, par exemple. Par exemple, quoi. Comme je disais, moi je ne pense pas qu'on puisse l'éradiquer. Là on parle de 20%, c'est peut-être beaucoup. Sur le côté B2B, je pense que quand même n'importe quel financier qui est ici, c'est pas très pratique. Donc voilà, après les petits artisans ou les personnes qui sont à leur compte, etc., je peux comprendre que ça existe. Même encore, moi, je suis chez Messin cette semaine, encore une fois, on prend que le chèque ou que du liquide. Donc ça restera. Je ne suis pas sûre que ça disparaisse. Ça ne me fait pas peur. Je pense que c'est un truc dont il ne faut pas avoir peur d'une part. Oui. Que ce soit de l'éradiquer tout simplement ou que ce soit que ça revienne. Je pense que ça perdurera et c'est pas grave en soi. Ça fait partie aussi de la vie du paiement. Et je suis pas sûr que l'objectif, en tout cas premier, soit d'éradiquer totalement le cash. Thibaut, papa, la dentiste, il aime le cash, non? Non, mais je pense que c'est une question de génération aussi. Le côté cash, la nouvelle génération va moins l'utiliser. On le voit partout, avec les cartes sur le téléphone, même la carte bancaire, elle va à peu près disparaître, je pense, dans quelques années, parce qu'elle sera enregistrée directement sur le téléphone. Donc on va vraiment numériser toute la partie paiement, mais c'est vrai qu'il restera, je pense, toujours peut-être 10% de paiements qui passeront par le cash pour les petites dépenses. Non, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, de toute façon, dans tous les secteurs, comme le paiement, comme plein d'autres choses, tout ce qui est digitalisation, c'est vraiment la marche en avant, on le dit depuis longtemps. On a parlé d'intelligence artificielle également. Ce qui est sûr, c'est que automatiser et digitaliser pas mal de ces process, dont le paiement parmi d'autres choses, permet de gagner du temps, permet de faire gagner en efficacité, permet de faire gagner aussi en sécurité. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, ce n'est pas forcément le thème principal, mais je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus important, qui revient de plus en plus. Et donc, je dirais que tout ce qui est digitalisation permet un gain de temps, d'argent, en sécurité, et c'est vraiment le sens de la marche, je dirais. Et surtout, c'est là aussi qu'il y a le plus d'innovation. Donc, le plus tôt on se met à cette digitalisation, le plus on a intégré et le plus on gagne en efficacité. Et on est à la pointe de l'innovation dès le premier jour pour tout ce qui est à venir, qui commence. On est aux prémices un petit peu de tout ce qui est open banking et autres. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fait que se développer et de manière très rapide. Donc, on a intérêt à prendre le train en marche. Sinon, c'est vrai que toutes les directions financières qu'on peut voir qui tardent un petit peu, qui sont encore justement sur le chèque et le cash, perdent pas mal de temps, perdent en efficacité, et puis je reviens finalement au cash is king. La trésorerie, ça reste le nerf de la guerre, et donc optimiser la trésorerie par la digitalisation, ça reste assez clé chez les directions financières.